Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 26 septembre, un dossier spécial sur la protection de l'enfance et des adolescents. Nous verrons comment faire face aux problèmes de disparition, de harcèlement, des harcèlements qui peuvent mener parfois au suicide, et nous passerons ensuite en revue les nouvelles à l'international. En France, donc, une adolescente prénommée Lina est portée disparue depuis samedi dans la région du Bas-Rhin. Sa mère est effondrée et implore toute personne détenant la moindre information de contacter les enquêteurs. Les recherches se concentrent sur le chemin qu'elle aurait dû prendre à pied pour se rendre à la gare. Une battue a été organisée avec une centaine de personnes et un appel à témoins a également été lancé pour retrouver cette jeune fille blonde qui était vêtue d'une robe grise et d'une doudoune blanche. Et une nouvelle tendance dangereuse dans les cours d'école amenée par l'application chinoise TikTok. Cette tendance s'appelle le jeu de la virgule. Ce geste violent consiste à attraper brusquement le crâne de quelqu'un et à lui bouger la nuque dans des directions opposées. Les conséquences de cet acte sont graves puisque cela peut engendrer des séquelles sur les vertèbres cervicales des victimes. Et toujours sur le thème de la protection de l'enfance, voici quelques mesures à prendre pour limiter le cyberharcèlement. Tout d'abord, veiller à l'équilibre entre la vie en ligne et la vie véritable. Ensuite, établir des règles claires sur l'utilisation des appareils et des réseaux sociaux, dialoguer avec l'enfant et le sensibiliser à la protection de la vie privée et des informations personnelles. Enfin, l'empathie et le respect en ligne sont primordiaux dans l'éducation des jeunes. Et pour clore ce dossier donc spécial protection de l'enfance, revenons sur la tragédie de l'adolescent victime de harcèlement qui s'est suicidé il y a quelques jours. Le papa de Nicolas s'est exprimé sur France 5. Il déclare qu'il n'a pas été écouté par les responsables du milieu scolaire et qu'il en veut à l'institution. Il est attendu que le gouvernement réagisse face à la question du harcèlement à l'école. Et restons en France, mais pour parler d'un tout autre sujet qui touche, lui, au porte-monnaie des Français. Dans une interview récente, Xavier Bertrand a exprimé son souhait de rendre intégralement le surplus des taxes sur les carburants aux Français. Il a fait référence au chèque carburant de 100 € destiné aux travailleurs les plus modestes, annoncé par Emmanuel Macron. Selon Xavier Bertrand, l'État devrait aller plus loin et restituer le surplus de taxes qu'il perçoit chaque fois qu'un plein d'essence est effectué. Et puisqu'on parle de carburant, faisons un pas de côté pour aborder la planification écologique annoncée par le président de la République. Anthony, vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, je crois. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Aujourd'hui, on se retrouve effectivement pour parler d'un sujet brûlant mêlant écologie et combustibles fossiles. Dans quasiment 2 mois aura lieu la COP28 à Dubaï. Et je peux vous dire que ça chauffe dans les débats. Pour Antonio Guterres par exemple, le secrétaire général de l'ONU, l'humanité a ouvert les portes de l'enfer. Rien que ça. Et alors que certains pays plaident pour un adieu aux combustibles fossiles, d'autres comme la Chine prévoient de les utiliser encore longtemps. Cependant, même si le soi-disant consensus scientifique parle d'urgence climatique, le GCIG, un groupe de plus de 1600 scientifiques, la remet en question, allant même jusqu'à la qualifier de fiction. Et parmi eux figurent pourtant des pointures en la matière, et même des lauréats du prix Nobel. Ce groupe appelle à plus de science et moins de politique. Ils affirment que la Terre s'est déjà réchauffée dans le passé. Mais alors, à qui se fier? Emmanuel Macron, lui, a présenté hier sa planification écologique et semble suivre les recommandations du GIEC, en continuant sur sa lancée de réduction drastique des émissions de carbone. Voyez vous-même. Lundi 25 septembre, Emmanuel Macron a présidé une session du Conseil de planification écologique. Le président a notamment réitéré l'engagement de la France à réduire sa dépendance aux énergies fossiles à 40% d'ici 2030 et à éliminer l'utilisation du charbon d'ici janvier 2027. Et donc là où on a ces 5 dernières années baissé de 2% par an les émissions, de réussir à baisser sur la période 2022-2030 de 5% par an ces émissions. En période de hausse constante des prix de l'énergie, Macron a assuré de son intention de réguler les coûts de l'électricité, cherchant un équilibre pour soutenir tant les ménages que les entreprises.
Et au fond, l'objectif qui est le nôtre, c'est de bâtir une écologie à la française. À cet égard, le projet de loi qui sera bientôt mis en œuvre pour l'industrie verte va nous permettre de garder cette compétitivité en baissant le coût d'investissement pour les grands industriels comme pour nos agriculteurs et en favorisant l'industrie verte de manière compétitive pour en particulier tenir face à la Chine et aux États-Unis. Dans ce sens, le président n'a pas manqué de rappeler l'objectif de produire 1 million de voitures électriques en France d'ici 2027. Un point saillant de ces annonces concerne la production de pompes à chaleur. Emmanuel Macron envisage ainsi de développer une filière industrielle de production de pompes à chaleur, qui est un formidable levier de substitution, qui est beaucoup moins consommateur et émetteur, et de tripler la production de pompes à chaleur d'ici à 2027 et d'arriver donc à produire 1 million de pompes à chaleur sur notre territoire et de former en parallèle 30 000 installateurs. D'autre part, une somme de 700 millions d'euros sera allouée à l'élaboration de RER métropolitains, avec 13 projets déjà approuvés. Une initiative destinée à moderniser et écologiser les infrastructures de transport. Avec ces mesures, Macron et son administration affichent une volonté claire de guider la France sur un chemin écologique singulier, tout en équilibrant les besoins économiques du pays. Critiqué depuis 2017 pour son inaction climatique, aujourd'hui, le président nous promet de tracer la route vers la neutralité carbone et mise sur une écologie de progrès. Il voit un chemin vers une écologie à la française qu'il estime n'être ni dans le déni, ni dans la catastrophe, bien que certains pourraient ne pas être d'accord sur ce point. De son côté, la Première ministre a déjà identifié une cinquantaine de leviers pour réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. On parle de 40 milliards d'euros d'investissement pour 2024. D'ailleurs, Elisabeth Borne aurait déjà présenté ce plan au chef de parti et à la société civile la semaine dernière. Et la gauche se serait dite déçue. On attend encore de voir si le plan d'action entrepris par le président portera ses fruits et s'il réussira le pari d'un juste équilibre entre écologie et progrès. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. En effet, on fera suivre les futures infos là-dessus. Et passons maintenant à l'international avec l'Arménie. L'Arménie qui rejette en partie la responsabilité sur Moscou dans la crise actuelle au Haut-Karabakh, ce conflit qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan. La Russie a déclaré que l'Arménie a commis une énorme erreur en s'éloignant de la Russie et que cette décision aggrave la crise au Haut-Karabakh au profit de l'Occident. Et en Italie, un puissant chef de la mafia sicilienne est décédé après sa capture en janvier dernier. Matteo Messina Denaro avait un cancer du côlon avancé. Ce criminel était recherché depuis près de 30 ans pour son implication dans l'assassinat de 2 juges en 1992. Matteo Messina Denaro restera dans l'histoire comme l'un des chefs les plus impitoyables de la mafia sicilienne. Et aux États-Unis, le ministère du Commerce américain a annoncé de nouveaux règlements qui empêchent la Chine d'accéder à 52 milliards de dollars de financement pour les puces électroniques. Ces règles visent à empêcher certains pays, dont la Chine, de bénéficier d'un soutien pour la fabrication de semi-conducteurs. La fabrication des semi-conducteurs est cruciale dans la compétition militaire moderne et la technologie en général. Le pays qui domine le secteur des puces possède donc un avantage important et pour le moment, cet avantage reste du côté de l'Occident. Et toujours à propos de la Chine, une récente déclaration choc de la part d'une ministre allemande, Vladia, vous allez nous expliquer ce qui a motivé ces propos très forts de la part de cette haute diplomate allemande. Vladia, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à tous. Si je vous disais que vous êtes un dictateur, ça pourrait légèrement vous secouer. C'est une accusation qui ne laisse pas de place à la diplomatie et c'est un message fort en politique internationale. Ce terme, c'est la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui l'a employé contre Xi Jinping dans une interview accordée à la presse la semaine dernière. Pékin n'a pas pris cette description à la légère et a immédiatement convoqué l'ambassadeur d'Allemagne à Pékin. Le lendemain, Pékin a accusé Berlin de provocation politique. Ce n'est pas la première fois que le terme dictateur est attribué au dirigeant chinois Xi Jinping dans un contexte de tension croissante entre la Chine et l'Occident. Les États-Unis ont récemment employé ce terme.
Sous Trump comme sous Biden, le gouvernement américain reste le principal rival de la Chine. Et si l'on compare la structure des pouvoirs, le Parti communiste chinois est de loin le plus puissant et le plus répressif. C'est une vérité objective et à moitié assumée par le PCC dans son idéologie. Mais revenons à la communication politique en surface. Le ministère chinois des Affaires étrangères a énuméré ce qu'il a appelé 3 fautes graves liées à l'utilisation du terme dictateur. Contredire des faits essentiels, porter atteinte à la dignité politique de la Chine et faire de la provocation politique. Du côté de la haute diplomate allemande, elle s'est engagée à réduire la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis de la Chine. Baerbock a déclaré que cette dépendance pourrait mettre en péril la paix en Allemagne et que Berlin doit se défendre. Alors, qu'y a-t-il derrière les accusations de dictature à l'encontre du dirigeant chinois Xi Jinping ? La Chine fonctionne sous le régime d'un parti unique, et le Parti communiste chinois est au pouvoir depuis plus de 70 ans. Pendant cette période, les dirigeants du parti ont été limités à 2 mandats. Xi Jinping a levé cette restriction en 2018, ce qui lui permet de rester au pouvoir à vie. En mars dernier, il a obtenu un 3e mandat à la tête de la Chine. Nombreux sont ceux qui affirment que Xi Jinping est devenu le dirigeant le plus puissant de Chine depuis Mao Tse-tung. Il préside également un système à parti unique que de nombreux groupes de défense des droits de l'homme et dirigeants occidentaux qualifient de dictature. Le système du Parti communiste est objectivement totalitaire, notamment en termes de liberté de la presse, qui est inexistante en Chine, de liberté individuelle, d'indépendance de la justice, jusqu'aux institutions scientifiques et techniques qui sont directement sous le contrôle du PCC. Essayez de protester contre une injustice au sein du système en Chine et voyez ce qui va se passer si vous devenez trop populaire. Le régime n'a pas forcément besoin d'utiliser des moyens détournés, comme on peut le voir en France avec le lobbying, pour appliquer sa volonté. À l'intérieur de Chine, il intervient directement, parfois sans respecter le minimum moral requis pour le qualifier d'humain. C'est un constat qui s'est répété dans l'histoire. Les personnes qui critiquent Xi Jinping et le Parti communiste chinois sont censurées en ligne. Ceux qui osent s'exprimer risquent la détention, voire pire que la détention, la torture. Voilà pour la parenthèse sur le terme dictature. Quant à moi, je vous dis à demain pour de nouvelles informations et encore un grand merci Rémi. Très belle journée à tous. Merci beaucoup Vladia pour cette analyse. Et alors qu'hier le pape était en visite à Marseille, la communauté juive du monde entier célébrait le Grand Pardon. Cette fête qui suit le Nouvel An juif de 10 jours est l'occasion de regarder en soi pour faire un bilan des péchés accumulés au cours de l'année et tout en jeûnant, demander pardon aux hommes qu'on a pu offenser ainsi qu'au Créateur en se repentant véritablement afin d'améliorer son caractère et surtout de ne pas recommencer les mêmes erreurs l'année suivante. La fête rappelle également l'épisode du veau d'or lorsque Moïse, en colère, brise l'étape de la loi qu'il venait de recevoir et qu'il repart sur le mont Sinaï demander pardon à Dieu pour son peuple qui s'était détourné de son Créateur. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Pensez bien à cliquer pour vous abonner et à liker la vidéo. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi et à demain.